Le fermier. Le baron du Treil m'avait dit: voulez-vous venir faire l'ouverture de la chasse avec moi dans ma ferme de Marinville? Vous me raviriez, mon cher. D'ailleurs, je suis tout seul. Cette chasse est d'un accès si difficile, et la maison où je couche si primitive, que je n'y puis mener que des amis tout à fait intimes. J'avais accepté. Nous partîmes donc le samedi par le chemin de fer, ligne de Normandie. À la station d'Alvimar, on descendit, et le baron René, me montrant un char à banc campagnard, attelé d'un cheval peureux que maintenait un grand paysan à cheveux blancs, me dit: voici notre équipage, mon cher. L'homme tendit la main à son propriétaire, et le baron la serra vivement en demandant: eh bien, maître Lebrumand, ça va? Toujours de même, monsieur le baron. Nous montâmes dans cette cage à poulets suspendue et secouée sur 2 roues démesurées. Et le jeune cheval, après un écart violent, partit au galop en nous projetant en l'air comme des balles. Chaque retour sur le banc de bois me faisait un mal horrible. Le paysan répétait de sa voix calme et monotone: là, là, tout beau, Moutard, tout beau. Mais Moutard n'écoutait guère et gambadait comme un chevreau. Nos 2 chiens, derrière nous, dans la partie vide de la cage, s'étaient dressés et reniflaient l'air des plaines où passaient des odeurs de gibier. Le baron regardait au loin d'un œil triste la grande campagne normande, ondulante et mélancolique, pareille à un immense parc anglais, à un parc démesuré, où les cours des fermes, entourées de 2 ou 4 rangs d'arbres et pleines de pommiers trapus qui font invisibles les maisons, dessinent à perte de vue les perspectives de futaies, de bouquets de bois et de massifs que cherchent les jardiniers artistes en traçant les lignes des propriétés princières. Et René du Treil murmura soudain: j'aime cette terre, j'y ai mes racines. C'était un Normand pur, haut et large, un peu ventru, de la vieille race des aventuriers qui allaient fonder des royaumes sur le rivage de tous les océans. Il avait environ 50 ans, 10 ans de moins peut-être que le fermier qui nous conduisait. Celui-là était un maigre, un paysan tout en os couvert de peau sans chair, un de ces hommes qui vivent un siècle. Après 2 heures de route par des chemins pierreux, à travers cette plaine verte et toujours pareille, la guimbarde entra dans une de ces cours à pommiers, et elle s'arrêta devant un vieux bâtiment délabré où une vieille servante attendait à côté d'un jeune gars qui saisit le cheval. On entra dans la ferme. La cuisine enfumée était haute et vaste. Les cuivres et les faïences brillaient, éclairés par les reflets de l'âtre. Un chat dormait sur une chaise. Un chien dormait sous la table. On sentait là-dedans le lait, la pomme, la fumée, et cette odeur innommable des vieilles maisons paysannes, odeur du sol, des murs, des meubles, odeur des vieilles soupes répandues, des vieux lavages et des vieux habitants, odeur des bêtes et des gens mêlés, des choses et des êtres, odeur du temps passé. Je ressortis pour regarder la cour. Elle était très grande, pleine de pommiers antiques, trapus et tortus, et couverts de fruits qui tombaient dans l'herbe autour d'eux. Dans cette cour, le parfum normand des pommes était aussi violent que celui des orangers fleuris sur les rivages du Midi. 4 lignes de hêtres entouraient cette enceinte. Ils étaient si hauts qu'ils semblaient atteindre les nuages, à cette heure de nuit tombante, et leurs têtes où passait le vent du soir s'agitaient et chantaient une plainte interminable et triste. Je rentrai. Le baron se chauffait les pieds et écoutait son fermier parler des choses du pays. Il racontait les mariages, les naissances, les morts, puis la baisse des grains et les nouvelles du bétail. La Veularde, une vache achetée à Veule, avait fait son veau à la mi-juin. Le cidre n'avait pas été fameux l'an dernier. Les pommes d'abricot continuaient à disparaître de la contrée. Puis on dîna. Ce fut un bon dîner de campagne, simple et abondant, long et tranquille. Et tout le temps du repas, je remarquai l'espèce particulière d'amicale familiarité qui m'avait frappé, d'abord entre le baron et le paysan. Au dehors, les hêtres continuaient à gémir sous les poussées du vent nocturne, et nos 2 chiens,
enfermé dans une étable, pleurait et hurlait d'une façon sinistre. Le feu s'éteignit dans la grande cheminée. La servante était partie se coucher. Maître Lebrumand dit à son tour: « Si vous permettez, monsieur le baron, je vas me mettre au lit. J'ai pas coutume de veiller tard, mais... » Le baron lui tendit la main et lui dit: « Allez, mon ami », d'un ton si cordial que je demandai dès que l'homme eut disparu: « Il vous est très dévoué, ce fermier. » Mieux que cela, mon cher, c'est un drame, un vieux drame, tout simple et très triste qui m'attache à lui. Voici d'ailleurs cette histoire. Vous savez que mon père fut colonel de cavalerie. Il avait eu comme ordonnance ce garçon, aujourd'hui un vieillard, fils d'un fermier. Puis, quand mon père donna sa démission, il reprit comme domestique ce soldat qui avait environ 40 ans. Moi, j'en avais 30. Nous habitions alors en notre château de Valrennes, près de Caudebec en Caux. En ce temps-là, la femme de chambre de ma mère était une des plus jolies filles qu'on pût voir. Blonde, éveillée, vive, mince, une vraie soubrette. L'ancienne soubrette disparue à présent. Aujourd'hui, ces créatures-là deviennent tout de suite des filles. Paris, au moyen des chemins de fer, les attire, les appelle, les prend dès qu'elles s'épanouissent, ces petites gaillardes qui restaient jadis de simples servantes. Tout homme qui passe, comme autrefois les sergents recruteurs cherchant des conscrits, les embauche et les débauche, ces fillettes, et nous n'avons plus comme bonne que le rebut de la race femelle. Tout ce qui est épais, vilain, commun, difforme, trop laid pour la galanterie. Donc, cette fille était charmante, et je l'embrassais quelquefois dans les coins sombres. Rien de plus. Oh, rien de plus, je vous le jure. Elle était honnête, d'ailleurs, et moi je respectais la maison de maman, ce que ne font plus guère les polissons d'aujourd'hui. Or, il arriva que le valet de chambre de papa, l'ancien troupier, le vieux fermier que vous venez de voir, devint amoureux fou de cette fille, mais amoureux comme on ne l'est pas. D'abord, on s'aperçut qu'il oubliait tout, qu'il ne pensait plus à rien. Mon père lui répétait sans cesse: « Voyons, Jean, qu'est-ce que tu as? Es-tu malade ?» Il répondait: « Non, non, monsieur le baron, j'ai rien. » Il maigrit, puis il cassa des verres en servant à table et laissa tomber des assiettes. On le pensa atteint d'un mal nerveux et on fit venir le médecin qui crut remarquer les symptômes d'une affection de la moelle épinière. Alors mon père, plein de sollicitude pour son serviteur, se décida à l'envoyer dans une maison de santé. L'homme, à cette nouvelle, avoua. Il choisit un matin, pendant que son maître se rasait, et d'une voix timide: « Monsieur le baron, mon garçon, ce qu'il me faudrait, voyez-vous, c'est point des drogues. »« Ah, quoi donc ?»« C'est le mariage. » Mon père, stupéfait, se retourna. « Tu dis, hein ?»« C'est le mariage. »« Le mariage ? Tu es donc amoureux, animal ?»« C'est ça, monsieur le baron. » Et mon père se mit à rire d'une façon si immodérée que ma mère cria à travers le mur: « Qu'est-ce que tu as donc, Gontran ?» Il répondit: « Viens ici, Catherine. » Et quand elle fut entrée, il lui raconta avec des larmes de gaieté plein les yeux que son imbécile de valet était tout bêtement malade d'amour. Au lieu de rire, maman fut attendrie. « Qui est-ce que tu aimes comme ça, mon garçon ?» Il déclara sans hésiter: « C'est Louise, madame la baronne. » Et maman reprit avec gravité: « Nous allons tâcher d'arranger ça pour le mieux. » Louise fut donc appelée et interrogée par ma mère, et elle répondit qu'elle savait très bien la flamme de Jean, que Jean s'était déclaré plusieurs fois, mais qu'elle ne voulait point de lui. Elle refusa de dire pourquoi. Et 2 mois se passèrent, pendant lesquels papa et maman ne cessèrent de presser cette fille d'épouser Jean. Comme elle jurait n'aimer personne d'autre, elle ne pouvait apporter aucune raison sérieuse à son refus. Papa, enfin, vainquit sa résistance par un gros cadeau d'argent, et on les établit comme fermiers sur la terre où nous sommes aujourd'hui. Ils quittèrent le château, et je ne les vis plus pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, j'appris que Louise était morte de la poitrine. Mais mon père et ma mère moururent à leur tour, et je fus encore 2 ans sans me trouver en face de Jean. Enfin, un automne, vers la fin d'octobre,
L'idée me vint d'aller chasser sur cette propriété, gardée avec soin, et que mon fermier m'affirmait être très giboyeuse. J'arrivai donc un soir dans cette maison, un soir de pluie. Je fus stupéfait de trouver l'ancien soldat de mon père avec des cheveux tout blancs, bien qu'il n'eût pas plus de 45 ou 6 ans. Je le fis dîner en face de moi à cette table où nous sommes. Il pleuvait à verse. On entendait l'eau battre le toit, les murs et les vitres ruisseler en déluge dans la cour, et mon chien hurlait dans les tables comme font les nôtres ce soir. Tout à coup, après que la servante fut partie se coucher, l'homme murmura. « Monsieur le baron ?»« Quoi, maître Jean ?»« J'ai de quoi vous dire. »« Dites, maître Jean. »« C'est que ça me chiffonne. »« Dites toujours. »« Vous vous rappelez ben, Louise, ma femme ?»« Certainement que je me la rappelle. »« Eh ben, elle m'a chargé d'une chose pour vous. »« Quelle chose ?»« Comme qui dirait, une confession. »« Ah, quoi donc ?»« J'aimerais bien pas vous le dire tout de même, mais il faut, eh ben, c'est pas de la poitrine qu'elle est morte. C'est de chagrin. V'là la chose, au long pour finir. Dès qu'elle fut ici, elle maigrit, elle changea, qu'elle n'était plus reconnaissable, au bout de 6 mois, plus reconnaissable, monsieur le baron. C'était tout comme mais avant de l'épouser, seulement que c'était l'opposé, tout l'opposé. Je fis venir le médecin. Il dit qu'elle avait une maladie de fouet, une apathique. Alors, j'achetai des drogues pour plus de 300 francs. Mais elle ne voulait point les prendre. Elle ne voulait point. Elle disait, pas la peine, mon pauvre Jean, ça ne sera rien. Mais je veillais ben qu'il y avait du bobo au fond. Et puis que je la trouvais pleurant une fois. Je savais plus que faire, non, je savais plus. J'ai acheté des bonnets, des robes, des pommades pour les cheveux, des boucles d'oreilles, rien n'y fit. Et je compris qu'elle allait mourir. V'là qu'un soir, fin novembre, un soir de neige, qu'elle avait pas quitté son lit de la journée, elle me dit d'aller quérir le curé. J'y allais. Dès qu'il fut venu, Jean, qu'elle me dit, je vas te faire ma confession, je te la dois. Écoute, Jean, je t'ai jamais trompé, jamais, ni avant, ni après le mariage, jamais. Monsieur le curé est là pour le dire, lui qui connaît mon âme. Eh ben, écoute, Jean, si je meurs, c'est parce que j'ai pas pu me consoler d'être plus au château, parce que j'avais trop d'amitié pour monsieur le baron René. Trop d'amitié, t'entends? Rien que de l'amitié. Ça m'a tué. Quand je l'ai plus vu, j'ai senti que je mourrais. Si je l'avais vu, j'aurais existé, seulement vu, rien de plus. Je veux que tu lui dises un jour, plus tard, quand je serai plus là. Tu lui diras, jure-le, Jean, devant monsieur le curé. Ça me consolera de savoir qu'il saura un jour que je suis morte de ça. V'là, jure-le. Mais j'ai promis, monsieur le baron, et j'ai tenu ma parole, foi d'honnête homme. Et il se tut, les yeux dans les miens. Christi, mon cher, vous n'avez pas idée de l'émotion qui m'a saisi en entendant ce pauvre diable, dont j'avais tué la femme sans m'en douter, me le raconter comme ça, par cette nuit de pluie, dans cette cuisine. Je balbutiai, mon pauvre Jean, mon pauvre Jean. Il murmura, v'là la chose, monsieur le baron, j'y pouvons rien, ni l'un ni l'autre, c'est fait. Je lui pris les mains à travers la table et je me mis à pleurer. Il demanda, voulez-vous venir à la tombe? Je fis oui de la tête, ne pouvant plus parler. Il se leva, alluma une lanterne, et nous voici partis à travers la pluie, dont notre lumière éclairait brusquement les gouttes obliques, rapides comme des flèches. Il ouvrit une porte, et je vis des croix de bois noir. Il dit soudain, c'est là, devant une plaque de marbre, et posa dessus sa lanterne afin que je pusse lire l'inscription. À Louise Hortense Marinet, femme de Jean-François Le Brumand, cultivateur. Elle fut fidèle épouse, que Dieu ait son âme.
nous étions à genoux dans la boue, lui et moi, avec la lanterne entre nous, et je regardais la pluie frapper le marbre blanc, rebondir en poussière d'eau, puis s'écouler par les quatre bords de la pierre impénétrable et froide. Et je pensais au cœur de celle qui était morte. Ô pauvre cœur, pauvre cœur. Depuis lors, je reviens ici tous les ans, et je ne sais pas pourquoi je me sens troublée comme un coupable devant cet homme qui a toujours l'air de me pardonner.